Trafic est un software open source populaire, aussi bien pour sa simplicité d'utilisation que pour ses fonctionnalités. Et si vous ne le connaissez pas encore, je vous encourage vivement à écouter l'épisode 9 de ce podcast sur Trafic et Mesh. Mais aujourd'hui, ce n'est pas tellement du produit que nous allons parler, mais du parcours d'un homme parti d'un projet open source et qui, au fil du temps, a créé une entreprise à la renommée internationale. Cet homme, c'est bien entendu Émile Vosges, fondateur et CEO de Traffic Labs, et ensemble, nous retraçons son parcours des débuts de Trafic jusqu'à aujourd'hui. Émile, bonjour, bienvenue. Bonjour, merci de m'accueillir. Ça me fait très plaisir de t'avoir. J'avais déjà reçu Mickaël il y a bien longtemps de ça, pour moi en tout cas. C'était dans les premiers épisodes pour parler un peu de trafic. Ouais, tout à fait, ouais. On est un an plus tard et puis il se passe plein de belles choses dans l'écosystème. Il se place plein de belles choses chez Trafic aussi. Ouais, tout à fait. Il y a eu notamment le rebranding en Traffic Labs. Mmh. Donc, alors revenons un peu sur l'histoire de Trafic et pourquoi en fait tu as créé Trafic. Alors, ça commence à faire, un moment, mine de rien. Ça va le temps passe très vite. Du coup, c'était en 2015, donc il y a un peu plus de 6 ans. À ce moment-là, j'étais, à l'époque, je travaillais, sur des microservices, sur des plateformes de microservices, et c'était vraiment, enfin les microservices, c'était quelque chose d'assez nouveau à l'époque. Il y avait pas tant d'outillage que ça, disponible. Docker, démarrait, était loin d'être stable. Il y avait, 2-3 trucs par-ci par-là qui avaient émergé, Mesos, Marathon, ce genre de choses. Mais bon, Kubernetes n'existait pas, Istio, n'en parlons pas. Enfin, il y a plein de choses n'existaient pas encore à cette époque-là. Et bref, je travaillais sur une plateforme de microservices qui hébergeait des milliers de microservices. Donc quand on commence à parler de ce nombre, bien évidemment, rien de manuel n'est possible. Tout doit être automatisé. Et à l'époque, je cherchais à automatiser l'exposition sur Internet ou l'accessibilité depuis Internet de ces microservices. Donc c'est tout bête, mais comment on accède à tel microservice parmi des milliers depuis Internet. Et il n'y avait pas grand-chose qui existait, malheureusement, à l'époque. Il fallait faire beaucoup de choses, enfin, il fallait faire des usines à gaz avec les briques existantes. Donc, c'est comme ça que je me suis dit: «Bon, est-ce qu'on pourrait pas, travailler sur une solution un peu plus intégrée avec, les environnements existants?» Typiquement Docker, typiquement, Mesos Marathon ou typiquement, à l'époque, il y avait des bases de données clés-valeurs qu'on utilisait pas mal, style etcd, Consul et cetera. Voilà, c'est comme ça que tout est parti, que l'idée est partie en tout cas. Et, et donc bon voilà, ça c'était en 2015. J'ai commencé à travailler de mon côté sur ce projet. C'était vraiment un side project, hein, un truc que je faisais le week-end chez moi. Et au final, je suis arrivé à quelque chose que je trouvais sympa. Donc je l'ai open sourcé sur GitHub. Et ça, c'était en septembre 2015, si je me trompe pas. Et c'était Trafic, voilà. Et en un jour, ou quelques jours en tout cas, c'est passé de projets, qui n'intéressaient que moi, à surprise, ce projet intéresse d'autres personnes. Et voilà, ça a été, Ouais. un sacré changement. J'imagine. Je l'avais découvert un tout petit peu plus tard, vers 2016 pour ma part. Mmh. Mais je vais te dire que même pour 3 microservices, je suis très heureux que ça se passe automatiquement. Oui, j'imagine, ouais. Il y en a pas besoin de beaucoup pour qu'on ait envie d'automatiser, quoi, c'est clair. Alors, de la création d'un projet open source à une société, il y a quand même beaucoup de marches à franchir. Alors, tu me dis, il est populaire en 2015, immédiatement, dès que tu le proposes. Donc, ça veut dire qu'il y a une communauté qui s'est créée autour. Quand j'entends communauté, c'est pas juste des utilisateurs, c'est d'autres personnes qui ont voulu participer au projet. Ouais, exactement. Alors,
C'est marrant parce que même juste avant que je le rende public, enfin que j'en parle en fait, comme je travaillais sur GitHub, de manière, transparente, j'ai un copain, qui l'a remarqué parce qu'il regardait ce que je faisais sur GitHub et ce copain c'était, Vincent Demester et il était, mainteneur sur, Docker à l'époque déjà et donc voilà, lui il a même avant que ce soit publié, enfin rendu public en tout cas, il a commencé déjà à m'aider à maintenir le projet. Il a mis en place des trucs fous, enfin tout un framework de tests automatisés et cetera. Enfin bref, il a vraiment fait un boulot de dingue au début et en fait, dès le début, voilà, il y a déjà eu un mainteneur, avant que ce soit publié et à partir du moment où ça a été rendu public, là, ça a été beaucoup plus rapide. Effectivement, il y a eu des pull requests, externes, très, très, très rapidement et c'est devenu très rapidement, presque ingérable. Mmh. C'est-à-dire que, bah, oui, le nombre de pull requests, plus le nombre d'issues, plus le nombre de personnes qui venaient, sur, Slack, en parler, et cetera, est devenu très rapidement très important. Et donc l'équipe de mainteneurs, a grossi, vraiment, assez rapidement quoi, au final. Donc, en quelques mois, il y avait déjà, je dirais, 3-4 personnes dans l'équipe de mainteneurs, et c'était des personnes qui étaient, vraiment actives, quoi. Mmh. Voilà, donc des personnes il y avait pas un jour sans qu'ils viennent, interagir d'une manière enfin, quelle que ce soit, sur le projet, quoi. Voilà. OK, et donc tu travaillais pour une autre compagnie à l'époque Mmh. et c'était un side project comme tu l'as dit. Je me pose la question de savoir quand on a un projet qui devient populaire et on n'est peut-être pas, alors je sais pas ta familiarité à l'époque avec, le monde de l'open source et si tu avais déjà beaucoup participé, mais un projet qui est populaire évidemment, ça va faire, énormément de bruit comme tu le dis, des pull requests, des issues et cetera et cetera. Ça veut dire que assez rapidement, faut pas seulement avoir des mainteneurs, pas seulement avoir de l'automatisation, faut avoir une gouvernance au-dessus de tout ça? Ouais, tout à fait, ouais. Hem Et ce que j'ai choisi de mettre en place, il y a plein de stratégies différentes, hein, franchement. Bon, moi, j'ai choisi, une stratégie qui était, je veux maximiser, heu, le nombre, le côté ouvert. Je veux maximiser le nombre de mainteneurs extérieurs, sur ce projet. Voilà, je veux qu'il y ait le plus de mainteneurs possible. Je veux qu'il y ait le plus de gens qui soient impliqués, qui aient envie de s'impliquer. Je veux vraiment maximiser ça. Il y a d'autres stratégies parce que ça a des enfin, ça n'est pas que ça n'est pas que simple de faire ça. Ça n'a pas que des côtés positifs, je veux dire. Mmh. Hem En tout cas, c'est celle que j'ai choisie. D'une part parce que j'étais seul et du coup, stratégiquement, si je voulais que le projet décolle réellement, ben, il fallait de l'aide, hein, tout simplement. Et donc pour ça, j'ai rendu l'accès à être mainteneur extrêmement simple. Vraiment, c'était la philosophie, c'était, si vous souhaitez être mainteneur sur Trafic, vraiment, il y a pas 36 étapes, qu'on va vous demander, de faire, X pull request, d'avoir déjà, d'avoir une connaissance de telle partie du code ou je sais pas quoi. Enfin, il y avait pas tout ça ou, comment dire? Participer au projet depuis tant de temps. Non, il y avait pas toutes ces contraintes-là, et pas toutes ces, requirements. C'était assez simple. À partir du moment où quelqu'un souhaitait s'impliquer, heu et ben, on «croyait sur parole» entre guillemets, en tout cas on lui faisait confiance, on lui donnait les clés et boum, il était, mainteneur s'il le souhaitait, s'il avait interagi, quelques fois sur le projet quoi. Voilà, tout simplement. Bon, ça c'est la gouvernance que j'ai choisi de mettre en place, ce qui a plutôt bien marché franchement, parce qu'il y a eu beaucoup de gens qui se sont impliqués, de manière très forte, et des gens qui travaillaient dans d'autres entreprises et qui ont vraiment fait évoluer le projet, enfin de manière très importante, heu, au début, quoi. Donc ça a été, un catalyseur, vraiment important au départ, du projet. Heu, J'imagine. voilà. Cela dit, question qui me vient en tête puisque évidemment j'ai pas connu ça, mais j'ai l'impression aussi que, bah, tu donnes les clés du royaume à qui veut bien participer. Comment tu fais pour pas être dépossédé de ton projet? Qui décide de la stratégie adoptée, vers où on va et des choses comme ça?
Alors après, c'est pas parce qu'on dit, enfin comment dire? Être mainteneur, ça ne veut pas dire, décider de tout, loin de là et non, ça veut dire on participe, enfin ça veut dire que quand on est mainteneur, on peut participer, à la stratégie, aux grandes décisions, mais ça veut pas dire que, les gens sont, enfin font ce qu'ils veulent et et peuvent tout casser quoi, non, c'est quand même pas l'objectif. Ça a toujours été un projet très collaboratif, et donc bah, toutes les grandes décisions, de gouvernance et de stratégie, forcément, j'étais pas complètement dépossédé, non. J'avais largement la main dessus, et puis de toute façon, hem, pour un projet, jeune, heu, enfin personne n'aurait eu l'idée, de prendre une énorme décision, sans m'en parler. Enfin, c'était quand même dans la logique des choses et moi, c'est pareil, j'aurais jamais pris une énorme décision seul, sans en parler à personne. Enfin, donc mais ça se construit, enfin hem, ce genre de comment dire? De gouvernance, qui est, vraiment collaborative, ça se construit avec le temps et puis, en fait, il y a même pas forcément besoin d'écrire des règles parce que tout est logique, quoi. Enfin, donc ouais, voilà, assez, ça a été très collaboratif pendant pas mal de temps, au début, très, et heu et je pense que beaucoup de mainteneurs s'y sont retrouvés, très vite, quoi. Le fait d'avoir eu beaucoup de mainteneurs et d'accepter assez largement ce que pouvait proposer la communauté, ça a évité aussi qu'il y ait des forks, j'imagine? Alors oui, ça a évité qu'il y ait des forks. Après bon, j'avoue que je craignais pas spécialement ça parce que c'était un projet, qui débutait donc enfin, au début d'un projet comme ça, on craint pas forcément ça. Hem, mais effectivement, c'est clairement à long terme, avoir une stratégie ouverte, bah, évidemment que ça évite les forks. En tout cas, ça permet de baisser, la probabilité que ça arrive, quoi. C'est clair, hein, c'est mathématique. Plus un projet va avoir une gouvernance fermée et plus la communauté va avoir l'impression que les décisions se feront de manière complètement détachée de eux, plus les forks seront probables. Mmh. Donc on est en 2015, tu as un projet d'un reverse proxy dynamique Mmh. en open source. Comment après t'es venue l'idée de créer ta boîte? Parce que ça, c'est un autre gros pas à franchir. Ça, c'est, un mélange de choses. La première chose toute simple, c'est, heu quand un projet, open source, se met à fonctionner comme ça, avec une certaine viralité, du jour au lendemain, c'est extrêmement, ça demande beaucoup, beaucoup de temps pour s'en occuper. Donc, à ce moment-là, enfin, je le redis, mais, à ce moment-là, moi, je travaillais dans une autre, société. Clairement, j'ai passé mes soirs et mes week-ends entiers, quoi, pour juste maintenir le truc à flot. Parce que c'est vraiment, enfin le nombre d'interactions, qu'il y a, si on veut vraiment que ça avance, faut être là quoi, tout simplement. Sinon, soit ça part dans tous les sens, soit le projet finit par s'éteindre parce qu'il manque l'étincelle de départ quoi. Mmh. Voilà et donc voilà, tout simplement, c'est le besoin, de créer une société, en fait, il est venu du besoin que je devais y passer toutes mes journées et donc il est venu du besoin que je devais, quitter mon job du moment et juste y passer mes journées. C'est le choix que j'ai fait, je me suis dit: «C'est le seul moyen, pour que ce projet avance vite, et donc bah, vivre une aventure quoi. Voilà et de l'autre côté évidemment, il y avait le côté personnel, c'est quand même une aventure. C'est quelque chose que j'avais pas prévu, c'est un truc un peu fou, qui arrive. À la fois une opportunité, ça fait un peu peur, on ne sait pas ce qui va se passer. Enfin, c'était pas j'avais pas ça du tout en tête, hein, évidemment à l'époque, mais je l'ai fait parce que c'était rigolo, pourquoi pas? Les Mmh. risques sont pas, vraiment grands, sont pas énormes, ça marche pas, c'est pas grave. Heu, ce que je me suis dit à l'époque et ce que je me dis toujours, c'est enfin, si on a l'opportunité, ça vaut le coup de vivre un truc rigolo, un truc différent, quoi. Ouais. De toute façon et alors, qu'est-ce qu'on risque? Bah, justement, qu'est-ce qu'on risque? Comment ça se passe?
à la base, donc tu es développeur et puis tu as un Mmh. outil, sympa et du jour au lendemain, tu décides de faire une boîte. Mais faire une boîte, ça veut dire, bon, à minima être tout seul sur son payroll ou d'avoir plus de personnes. Est-ce que tu es parti sur, une levée de fonds? Est-ce que tu pensais déjà à avoir, quelque chose, qui pourrait se vendre à côté de la version open source? Comment ça s'est passé? Alors, i c'est pareil, là, il y a plein de possibilités, stratégies, différentes. Il y en a pas forcément une qui est meilleure que l'autre. Mais moi, j'ai choisi un chemin, que j'ai pensé le plus adapté, à ce que je faisais. Bon, déjà, il faut savoir que, je n'avais aucun moyen spécialement. J'étais pas riche, voilà, ce qui est une donnée importante. Quelqu'un qui a de l'argent, en tout cas qui a du capital déjà, bah, forcément, il peut bootstrap un projet d'une manière complètement différente. C'est un point. C'était pas mon cas du tout. Donc, moi, il fallait que, déjà, je trouve un moyen personnel de continuer à vivre. Bon, ça, c'est une chose et deuxièmement, la question se pose de savoir est-ce qu'on veut faire, grossir, le business de manière complètement organique ou, est-ce qu'on accepte, de faire grossir, en faisant des levées de fonds ou en tout cas avec des investissements externes? Et dans cette optique-là, on peut aller plus vite éventuellement, mais effectivement, on va perdre du pouvoir. Heu, il y a toujours plein de possibilités. Le côté complètement organique, c'est plus ou moins possible, hein, ça dépend des industries, ça dépend du produit, ça dépend de plein de choses. Bon, en vrai, avec de l'open source, avec, du soft open source dans l'infrastructure, honnêtement, c'est chaud. C'est chaud de se dire, on va, faire grossir une société que en organique, sans investissement externe. C'est vraiment très difficile, parce qu'avant de faire assez de chiffre d'affaires pour pouvoir embaucher quelqu'un ou même, enfin, pour pouvoir embaucher au moins une personne, il va se passer pas mal de temps. Donc, i le taux de croissance va être très, très faible, quoi et la ques en fait, le problème, il est, on est dans un écosystème qui bouge ultra vite, versus, mon taux de croissance est très faible. Est-ce que je vais y arriver? Est-ce que mon projet va tenir la route, va tenir la croissance qu'il doit tenir par rapport à l'écosystème? Probablement pas. Parce qu'en face, qu'est-ce qu'il y a? Bah, il y a toutes les startups de la Silicon Valley qui font des levées, de dingue et qui ont une croissance de dingue, qui ont une force de frappe, complètement différente. Et bah, voilà, c'est tout. Le monde, l'écosystème est drivé, mine de rien, par ça. L'écosystème open source est vraiment de plus en plus drivé par, le monde des startups, le monde financier, du coup, aussi, hein, qui est derrière tout ça. Et donc forcément, ben, mon choix s'est tourné vers, des investissements externes et notamment, ce qu'on appelle des VC, des venture capital. C'est typiquement les investisseurs qui financent des startups, et ça permet quoi? Ça permet, on leur donne des actions, de la société, donc ils ont un certain pouvoir de décision, slash ils possèdent une partie de la société, et en échange, ils donnent de l'argent qui nous permet d'investir et d'accélérer et de recruter. Voilà. Mmh. Mais alors pour avoir une levée de fonds, j'imagine aussi qu'il faut avoir une stratégie commerciale derrière. Comment tu as établi cette stratégie? Comment, tu as pensé à avoir, peut-être une édition open source et une édition commerciale de ton produit? Tout à fait, il faut avoir une stratégie commerciale, il faut avoir, en fait, il faut avoir une vision, du produit, de ta société, du marché, c'est tout un ensemble de choses, hein, pour lever de l'argent auprès d'investisseurs. Faut être en gros, faut qu'ils aient confiance, tout simplement. Mmh. Faut qu'ils comprennent heu, là où ils mettent de l'argent, et ben, il va se passer quelque chose, quoi. Voilà. Bon, du coup, comment, j'en suis venu là? Enfin, pourquoi j'ai choisi cette stratégie? Heu, heu, donc j'en je ce que j'ai présenté, c'est une stratégie, open core. Heu, enfin, quand on fait de l'open source, on n'a pas 50 000, stratégies pour la monétiser. En tout cas, dans les grandes lignes, il y a du, SaaS, Software as a Service, il y a du open core, il y a du, service, du slash support, et en gros, quand on a dit ça, on a à peu près fait le tour, quoi. Évidemment, il y a quelques exceptions, mais en gros, c'est à peu près ça.
Donc hem, le service, support, c'est facile, et c'est facile, ça se fait facilement. C'est, pas super risqué parce qu'il y a en général assez rapidement de la demande, par les entreprises pour ça, qui ont besoin d'aide tout simplement pour mettre en place le produit heu heu, ou dans l'écosystème, enfin comment dire? D'aide pour mettre en place des produits de l'écosystème en général ou qui ont besoin de support. Ça se passe assez rapidement. Le problème de ça, c'est que c'est difficile de passer à l'échelle, c'est difficile de scaler. En tout cas, c'est coûteux, voilà. En gros, il faut il faut faire grossir l'équipe, très rapidement, pour faire du service. C'est-à-dire que c'est quelque part, c'est l'équipe, le produit, quoi, hein. Voilà. Donc c'est tout à fait possible. Il y a plein de sociétés qui ont commencé comme ça ou qui vivent là-dessus. Moi, c'est pas ce que j'ai choisi parce que ça demandait, énormément d'investissement au niveau équipe au départ. Moi, j'ai choisi, OpenCore, c'est assez classique aussi enfin, pour démarrer. En gros, on construit une version, pas forcément open source par-dessus la version, open source du coup. Donc on construit un autre produit par-dessus, le produit open source qui vient avec des fonctionnalités, spécifiques, s spécifiques, qui vont, elles, être payantes. Voilà, et donc on va vendre juste un produit, heu, plus, heu aux entreprises, avec des fonctionnalités qui ne seront pas disponibles dans la version open source. Voilà, donc nous, on a choisi ça, j'ai choisi ça, c'est ce que j'ai vendu comme stratégie, et bien plus tard, effectivement, c'est ce qu'on a fait, à Traffic Labs. On a sorti Traffic Enterprise, qui est une version basée sur la version open source Traffic du coup, mais qui vient avec des fonctionnalités supplémentaires autour de la sécurité, tout ce qui est, access control, certificate management, et cetera, autour de la haute disponibilité, et de la résilience, et ça vient aussi avec du support inclus, parce que toutes les sociétés ont besoin de ça. Si jamais il se passe quelque chose, si jamais il y a le feu dans la production, il faut être capable, de dire, «On sera là, on vous aidera, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 quoi, si jamais». Et alors, justement, pour pouvoir faire de l'open core, faut aussi, connaître le besoin des entreprises par rapport à la solution. Donc comment tu captures soit c'est des briques un peu classiques, on va dire, qu'on est une société et qu'évidemment on veut de la sécurité, on veut de l'authentification, ou alors c'est, typiquement quelque chose que certaines sociétés ont réclamé assez tôt, du côté de trafic. Comment, tu as choisi justement quelles étaient les fonctionnalités que tu allais réserver à une offre qui soit open core? Du coup, ça fait, alors la stratégie open core, donc toute stratégie a des avantages et des inconvénients, et les inconvénients de la stratégie open core, c'est justement, ce que tu viens de dire, c'est-à-dire, à un moment donné, on va se retrouver avec le choix cornélien de dire, telle fonctionnalité, elle est très demandée. Ça peut être par la communauté, par exemple. Est-ce qu'on va la mettre dans la version communautaire ou, est-ce qu'on la met dans la version commerciale? Ce choix cornélien, on y arrive toujours. Et peu importe comment on segmente les produits, peu importe comment on architecture les produits, enfin, on y arrive toujours. Et c'est loin d'être simple, là, il y a pas de réponse toute faite. Donc en général, on essaie de se fixer des guidelines, bien précises. Nous, les guidelines qu'on s'est fixés, c'est, tout ce qui est, haute disponibilité et sécurité avancée, ça va dans la version enterprise. Le reste, on met ça dans la version open source. Voilà, et pendant très longtemps, enfin et d'ailleurs toujours aujourd'hui, hein, vraiment, je pense qu'il y a, la moitié des effectifs de la société qui travaillaient sur la version open source, l'autre moitié sur la version enterprise. Donc c'est le sp il n'y a pas de split en faveur de la version enterprise ou je sais pas quoi, hein. C'est vraiment, la version open source est tout aussi importante finalement, Mmh. vraiment. Heu, donc nous, on s'est fixé des guidelines, voilà, et après enfin, à partir de quoi, on, heu comment dire? On élabore les fonctionnalités, et ben, il y a pas mal de sources différentes. Il y a déjà le feedback de la communauté, je pense que c'est le plus important. Vraiment, ça, c'est un des intérêts d'avoir, un
logiciel en mode open source, collaboratif, c'est qu'on a beaucoup de feedback de la communauté, qui viennent de diverses sources, Slack, GitHub, les forums, peu importe. Et ça, ce feedback, ça vaut de l'or, hein, vraiment. C'est super important de savoir l'analyser, et de savoir, décrypter ce qu'il y a derrière, quels sont les besoins qu'il y a derrière. Et c'est notre première source d'informations pour pouvoir élaborer des fonctionnalités futures. Hem, Évidemment, le les la les relations qu'on a avec nos clients, c'est une autre source, d'informations super importantes. C'est-à-dire, bah, oui, est-ce que, nos clients ont des besoins qu'on ne couvre pas aujourd'hui? Lesquels? Donc ça, c'est un autre point super important. Et puis après, il y a, le marché, l'écosystème et puis aussi, dans l'équipe, c'est important d'avoir un côté, créatif, qui vient pas d'un besoin exprimé, quoi. Ça, c'est bête, mais on peut pas que se baser sur un besoin qui est exprimé, heu, très, concrètement. C'est un peu faux. En général, les besoins qu'on va exprimer, ils sont pas suffisants en général. Voilà, en tout cas, moi, c'est ce que je pense. Il faut aller à un point, enfin un cran après, les besoins que les clients ou la communauté expriment, si vraiment on veut être, innovant. Voilà. Et c'est un peu les guidelines qu'on suit, quoi, au jour le jour. C'est d'autant plus vrai qu'en arrivant en 2015, c'est juste le moment où, tout un écosystème a explosé, où tout a changé. Il y a eu l'arrivée de Docker, il y a eu l'arrivée de Kubernetes. Qu'est-ce que ça fait d'avoir le paysage technologique qui est complètement changé quand on se lance justement? Est-ce que ça fait peur? Est-ce que c'est plutôt, il y a des opportunités? Ah bah là, c'était un peu la conquête de l'Ouest, hein, Ouais, je veux concrètement, bien croire. réellement, et là où et où c'est chouette, toujours, c'est qu'on en fait partie, quoi. On n'est pas, spectateur de ça, heu et je pense que c'est ça qui a attiré, bah, tous ceux qui sont à Traffic Labs aujourd'hui. C'est, OK, ben, la quelque part, cette aventure des microservices, des conteneurs et cetera, bah, on en fait partie, quoi. Et on fait partie de ceux qui sont, derrière qui sont derrière les fourneaux et qui font tourner la boutique, quoi, quelque part. Et ça, c'est super excitant, quoi. D'accord, donc c'est le challenge aussi qui fait, la motivation Bah, ouais, pour se dépasser. bah, oui, parce que en gros, on fait partie des sociétés qui innovent, heu, pour faire bouger cet écosystème-là, Ouais, tout autant que d'autres. Et se dire ça, ben, enfin, c'est chouette, quoi. C'est quand même, c'est vraiment excitant, je trouve, quoi, de se dire, bah, ouais, on a aidé à construire ce truc-là, c'est sympa, quand clairement. même. Clairement. Comment est-ce que tu as formé ta première équipe? Est-ce que tu as pris des gens qui étaient déjà des mainteneurs de trafic ou ça s'est fait différemment? Alors c'est des gens que je connaissais, hem, bien déjà, et oui, dans l'ensemble, ils étaient pas forcément, alors certains étaient mainteneurs et certains, n'étaient pas forcément mainteneurs, mais ils connaissaient bien le produit, ça c'est clair, et c'est des gens avec qui j'avais déjà travaillé. Voilà, donc ça c'est comme ça que j'ai choisi l'équipe, de base, qui est toujours là, hein, d'ailleurs, et hem et ils sont toujours, enfin, ils sont toujours à fond sur le projet, donc c'est chouette. Mmh, Et de plus, c'est clair qu'on a recruté, plusieurs mainteneurs du projet, au fil de l'eau, quoi, hein, ou plusieurs personnes qui étaient dans la communauté, qui étaient même pas forcément mainteneurs, mais clairement, le fait d'avoir une large communauté, ç ça a joué un rôle, très important dans la façon dont on s'est structuré dans la société, quoi. Heu, Vraiment, c'était une composante, primordiale. Et un exemple, c'est qu'on est une société, complètement distribuée, tout comme l'était, la communauté, de trafic, le projet open source, avant qu'il y ait une société. C'est-à-dire que bah, voilà, c'est une communauté internationale, il y a pas de il y a pas de pays, il y a juste l'anglais, et terminé. Et ben, au final, on a grandi comme ça dans la société. On est une société, ave
avec des gens qui sont à divers endroits, dans divers pays. Alors bien sûr, en Europe, en France, parce que ben, le projet est né en France avec moi. Bon, voilà. Mais il y a des gens aux US, il y a des gens au Brésil, il y a eu des gens en Afrique du Sud. Enfin voilà, il y a vraiment, il y a pas de limite, quoi. Voilà. Donc on a grandi de manière internationale euh, grâce à grâce à la communauté, mais parce qu'on a continué en fait le chemin qu'avait tracé la communauté au départ, quoi, tout simplement. Alors c'est super chouette, mais quand tu crées une boîte, donc tu crées la culture de la boîte qui va avec, et donc tu parles de cette boîte distribuée, très probablement remote aussi, Tout à fait. bien avant les problèmes qu'on a connus avec la pandémie. Oui. Ça a dû aider pendant cette période aussi. Et quels sont les challenges? Je sais pas si dans le monde du dev, c'est plus habituel, on va dire, d'avoir des gens en remote, en tout cas avant la pandémie que maintenant. Mais comment décider justement de créer une boîte et de se dire, bah, on est distribué et puis on n'a pas de bureau et puis on travaille de chez soi et d'où est venu les décisions que tu as prises culturellement pour la société? Alors c'est venu au fil de l'eau, hein. Alors on n'était pas en mode pas de bureau comme certaines sociétés, on avait quand même des bureaux. Néanmoins, dès quasiment le début, les guidelines, ça a été bah, vous venez au bureau quand vous voulez, si vous voulez. Voilà, il y a pas de règle. Et la seule règle qu'on avait, je me rappelle il y a quelques années, aujourd'hui ça n'a plus de sens, mais la seule règle qu'on avait d'ailleurs, c'est par contre le vendredi, c'est télétravail obligatoire. On n'avait qu'une seule règle, c'était ça. Et alors ça peut paraître super contre-intuitif parce que d'habitude c'est exactement l'inverse. C'est, je sais pas, lundi on vient au bureau de manière obligatoire. Là c'était l'inverse. Pourquoi? Parce qu'on voulait se réserver au moins une journée dans la semaine où les gens qui n'avaient pas la possibilité de venir au bureau parce qu'ils étaient dans une autre ville, dans un autre pays, on avait au moins les mêmes outils, on était sur la même, sur un pied d'égalité, pardon, avec toutes les personnes qui étaient réellement en remote tout le temps. Voilà. Donc, les personnes qui avaient accès à un bureau, ils devaient faire du télétravail de façon obligatoire pour qu'on soit tous sur un pied d'égalité. Pour pas que il y ait trop de réunions informelles entre ceux qui étaient au bureau et les autres et pas les autres, etc., etc. Donc c'était des challenges un peu différents de ce qu'on peut rencontrer habituellement, mais voilà. Donc c'est venu assez, au final, c'est venu assez naturellement, euh, parce qu'on a recruté des gens là où ils étaient et on les faisait pas déménager en France. Non, ils vivaient là où ils étaient. Donc voilà, c'est comme ça. Donc oui, effectivement, quand la pandémie est arrivée, ben nous, opérationnellement, ça a été un non-événement parce que tout le monde était déjà complètement habitué à travailler comme ça. Heu, Là où ça a été, un vrai événement, comme pour tout le monde, c'est au niveau social. Parce que par contre, on peut pas faire une boîte en remote, en tout cas, je crois pas, sans que personne ne se voit jamais. Voilà, réellement. Et ça, pour moi, ça me paraît très difficile. C'est de l'ordre de l'impossible. Je sais que pendant, très longtemps, avant la pandémie, en fait, on avait, hem, pour, «tradition» entre guillemets, de se retrouver plusieurs fois par an à des conférences, il y avait plein d'occasions pour ça, la DockerCon, la KubeCon et cetera, et on se retrouvait à droite, à gauche dans le monde, très régulièrement, et à ce moment-là, bah, c'était l'occasion de se voir. On se voyait, 3-4 jours, on faisait la fête ensemble, et voilà, c'était très important, super nécessaire pour continuer à travailler ensemble en remote. Là, aujourd'hui, avec la pandémie, c'est beaucoup plus complexe. Enfin, typiquement, toute l'équipe s'est retrouvée, enfin, même pas toute l'équipe d'ailleurs. On va dire une grande partie de l'équipe s'est retrouvée pour la première fois seulement au mois d'octobre, hein, depuis le début de la pandémie. Donc, enfin voilà, pendant un an et demi, on n'a pas trop pu se voir bah, à cause des interdictions de voyager, à cause de plein de choses. Heu et hem et là, oui, ce modèle, distribué, il est quand même mis à mal par ça, par, l'impossibilité ou les très grandes difficultés de se retrouver réellement, tous quand on est vraiment distribué dans le monde entier. Et au final, ça, c'est quand même pas simple, aujourd'hui. Ouais. Donc, c'était beaucoup plus simple avant la pandémie. Je veux dire, le modèle distribué est vraiment, enfin, avait vraiment, je trouve,
de l'avenir, clairement, avant la pandémie. Là, pendant la pandémie, c'est plus dur à tenir sur le long terme. Bah, parce que sans se voir, forcément, c'est c'est beaucoup plus difficile de maintenir un climat, enfin, enfin, je sais pas, agréable pour travailler. C'est super important de se voir de temps en temps, quoi. Ouais, est-ce que tu as trouvé une manière de compenser un peu ce manque de vie sociale ou de possibilité d'avoir des événements pour se retrouver? Bah, hem clairement, on a essayé, beaucoup de choses, hein. On a fait comme tout le monde, je pense. On a essayé, de faire des événements, online, ou voilà. Mais au final, on s'est rendu compte, assez rapidement que, on pouvait pas copier la réalité, juste en passant les choses online. On pouvait pas dire, «Tiens, on fait un café online» ou «On prend une bière online» ou peu importe ce qu'on fait, quoi. Mais en gros, on peut pas juste copier-coller et dire: «Bah, tiens, ce qu'on faisait, en vrai, on va le faire online et puis ça va être bien». Non, c'est pas vrai, ça marche pas, les gens sont et normal. Enfin, c'est pas super motivant, de se dire: «On boit une bière online», si c'est pas, spontané, enfin donc ouais, au final, on a dû être, assez inventif, on a trouvé d'autres choses, mais en gros, ce qui est important, c'est que c'est juste différent. Mmh. Voilà, on ne copie pas, ce qu'on faisait avant, en mode, remote ou en mode online. On fait des choses différentes. Heu, mais heu, mais autant dire que, la dernière fois quand on s'est retrouvés, il y a 1 mois là, c'était à Lyon d'ailleurs, quand on s'est retrouvés, presque toute la société, en vrai, la semaine a été difficile. Je Parce vais pas qu'évidemment tout le demander monde les avait un détails. peu env tout le monde avait envie de faire la fête. Ouais, j'imagine bien. Une autre question que je me pose, si demain quelqu'un est poussé dans une telle aventure, tu as décidé de faire ta société donc en remote, ça veut dire des gens, n'importe où sur la planète, peu importe où ils sont. Administrativement, ça pose, quelques problématiques. Alors je sais que, depuis la pandémie, comme, c'est plus répandu, il commence à y avoir, beaucoup plus de choses qui se créent pour, faciliter ça. Mais, peut-être que c'était pas là quand toi tu l'as décidé? C'était carrément pas là et ça a carrément toujours été un peu, galère. En fait, c'est le vrai problème, c'est ça, c'est au niveau administratif, et pour être très concret, parce que, enfin, je pense que les gens ne savent pas forcément comment ça se passe, mais quand on est une société, dans un pays, on peut pas du tout, heu, embaucher quelqu'un dans un autre pays, facilement, hein. C'est vraiment pas le cas. Pourquoi? Parce qu'en fait, on doit payer, des taxes, ce qui est bien normal, hein, mais on doit payer des taxes, dans le pays dans lequel l'employé est salarié. Donc si je suis une société en France et que je veux embaucher un Allemand, je dois payer des taxes en Allemagne. Si je veux embaucher quelqu'un qui est en Grèce, je dois payer des taxes qui est en Grèce et c'est pareil partout. Mais le problème, c'est que pour ça, il faut souvent avoir une société dans le pays, du salarié. Donc en fait, on se retrouve à être, contraint d'ouvrir des filiales partout, si on veut faire comme ça, ce qui est juste impossible. Enfin, quand on est une société de 10 personnes ou 40 personnes, on ne peut pas avoir, 30 filiales. Ça ne marche pas, c'est pas viable. C'est trop coûteux, trop complexe à gérer. Donc au final, c'est pas simple. On peut pas salarier des gens comme ça. Donc on peut passer par des prestations, des prestataires de services, des trucs comme ça, mais pas dans tous les pays. On peut passer par, des sociétés qui font l'intermédiaire, pas dans tous les pays. Franchement, c'est un peu complexe. Donc on se débrouillait un peu, comme on pouvait. En gros, ça nous contraignait aussi sur les pays dans lesquels on pouvait embaucher ça, jusqu'à même encore aujourd'hui, mais moins aujourd'hui. Là, aujourd'hui, les choses ont changé. Pourquoi? Parce qu'effectivement, ben, avec la pandémie, il y a eu une petite accélération sur ce besoin et effectivement, il y a des sociétés qui ont vu juste, et au final, franchement, dès qu'on monte une société, hem distribuer, on se rend compte que c'est un vrai marché. Heu, les sociétés qui ont vu juste, c'est de se dire: «Eh ben, ouais, en fait, on va faire l'intermédiaire dans la majorité des pays du monde, en tout cas dans plein de pays. Nous, on va faire l'intermédiaire au niveau juridique, au niveau, administratif, au niveau, des taxes et cetera. Mais vous pouvez vous adresser à nous et vous pouvez embaucher dans n'importe quel pays».
Et donc, il y a plusieurs sociétés qui sont apparues, qui ont fait ça, Remote et autres. Et aujourd'hui, c'est clair que ça permet à une petite société, sans créer des filiales partout, d'avoir des employés beaucoup plus facilement qu'avant, quoi. Voilà. Ça t'a aidé ou c'était trop tard pour toi? Ah non, non, non. Alors aujourd'hui, ça m'aide. Évidemment, il y a quelques années, ça n'existait pas et du coup, on se débrouillait autrement, mais c'était beaucoup plus contraignant pour nous, quoi. C'est-à-dire qu'il y a eu plein de personnes qu'on n'a pas pu embaucher, heu, pas à cause de ça. Voilà, tout Mmh. simplement. Donc, on se rend pas compte, mais le côté, administratif est vraiment pas si simple que ça au niveau, international, mais ne serait-ce qu'au niveau européen, hein. Enfin, je veux dire, on se rend pas compte non plus, mais je veux dire, c'est pas possible au niveau européen. C'est-à-dire si je veux aujourd'hui embaucher, quelqu'un qui est en Italie, non, ça ne sera pas possible. En tout cas, sans créer de filiale en Italie, c'est compliqué ou alors sans passer par une société intermédiaire ou et cetera et cetera. Donc c'est voilà, même en Europe où on a un marché commun, où on peut s'imaginer que ça serait, simple, ça l'est pas du tout. Donc non, créer une société, vraiment distribuée, ça apporte plein d'avantages, c'est plus facile de recruter, c'est intéressant au niveau, culturel, parce qu'il y a un vrai côté multiculturel, et ouvert, mais ça a aussi des inconvénients, les différentes time zones, c'est pas si simple à gérer, et au niveau administratif, c'est pas si simple à gérer évidemment non plus. Tu as choisi donc de devenir, CEO de ta société. Du coup, est-ce que tu as dû laisser de côté la technique? Parce que j'imagine qu'un CEO, il a pas trop le temps de mettre les mains dans le code tous les jours, alors qu'à la base, c'est ton projet. Tu as dû quoi? Lâcher du lest, j'imagine? Ah bah, oui et ça, en fait, c'est l'histoire de ce projet, pour moi en tout cas. De mon point de vue, c'est l'histoire de ce projet, c'est, dès le premier jour, mais il a fallu que je commence à lâcher du lest, tout simplement. Voilà. Au départ, c'était un projet, que j'ai construit de A à Z, complètement seul et puis, ben, après il y a eu, Vincent qui est arrivé, forcément il a commencé à m'aider, ben, voilà, il a pris des responsabilités sur certaines parties et cetera et petit à petit, ben, il faut lâcher du lest. Si on veut, en tout cas, que le projet, grossisse, voire explose, c'est juste la seule solution. On ne peut pas ne pas lâcher de lest et c'est nécessaire, c'est vital et surtout si on crée une société, à côté et qu'on veut la gérer, c'est juste ça serait, ça serait pas, ça serait, enfin, je veux dire, ça serait pas, possible, de continuer d'avoir un rôle, très technique, ou en tout cas dans la profondeur, hein, je veux dire, tout en gérant la société. Ça serait pas souhaitable, en fait. C'est plus mon rôle aujourd'hui, quoi. Donc évidemment, aujourd'hui quand même, j'ai une vision, technique et j'ai quand même, je reste, quand même, à la direction technique, on va dire, de la société, mais clairement, je ne fais plus de code du tout, et depuis pas mal de temps déjà, et c'était nécessaire. Voilà, ça c'est un truc il faut être prêt à faire ça. Donc c'est intéressant parce qu'on apprend plein de nouvelles choses, mais clairement, c'est un move quoi, c'est dans la vie. Ouais. Donc, tu as créé le MVP et puis Ouais. maintenant, tu es plus responsable de la stratégie, de la vision à long terme du produit. Alors, Oui. du produit ou des produits maintenant, comment tu as décomposé ça? Donc tu dis c'est une petite structure, je crois que vous êtes à peu près 40. Ouais, tout à fait, ouais, on est 40. Mmh. Donc comment ça vient après, comment on structure la société? Normalement, un produit doit avoir un product owner ou comment ça marche? Comment tu as découpé ça? Est-ce que pour l'instant c'est encore quelque chose de communautaire même à l'intérieur de la société ou est-ce que déjà il y a des branches différentes, certains qui s'occupent du mesh, certains qui s'occupent de l'Inkress, etc., etc. On a changé de structure à peu près, 50 fois et on change la structure de l'équipe, très régulièrement en fonction des besoins, parce on se rend compte, au bout de 6 mois ou d'un an que ça fonctionne pas très bien, qu'il y a des lenteurs ou autres. Donc on adapte tout le temps, hein, ça. Donc je peux parler de la structure d'aujourd'hui, mais ça sera probablement pas celle de dans un an. La structure aujourd'hui, on a un product manager,
qui lui est vraiment responsable de l'ensemble des roadmaps des produits. Bon, aujourd'hui, on n'a qu'une personne. Après, à l'avenir, on en aura sûrement plusieurs, mais vraiment, voilà, le product manager est responsable de la roadmap, enfin des roadmaps des produits donc cette personne doit avoir une bonne vision du marché, et une bonne vision de notre mission, et de nos moyens et cetera, quoi. Voilà. Donc c'est pas une personne qui code à proprement parler, mais c'est une personne qui a quand même une très bonne vision technique, de nos produits, quoi. Ouais, cette personne, oui, c'était un un des premiers mainteneurs, Manuel Zapf, qui est allemand, et c'est un des premiers mainteneurs de trafic, donc il connaît super bien l'écosystème, effectivement. On a un VP Engineering qui, lui, est en charge vraiment de gérer les équipes au quotidien et de les structurer, de faire la communication transverse, de synchroniser tout le monde. Vraiment, c'est le côté opérationnel, on va dire, de la roadmap, hein, cette fois. Donc il coordonne l'ensemble des équipes et on a plusieurs équipes. Aujourd'hui, on a décidé de faire des équipes par feature, en gros, donc des feature teams, et elles sont dans le produit, pardon, dans l'équipe engineering. Chaque équipe est vraiment responsable de chaque feature, mais de A à Z, c'est-à-dire de la conception jusqu'au run. Voilà, avec tout ce qui va entre les 2. Donc, on n'a pas des équipes en silo, c'est-à-dire une qui fait le code et une autre qui run le projet sur une plateforme ou je sais pas quoi. Non, on essaye d'avoir l'ensemble de la feature qui est fait par la même équipe, les mêmes personnes. C'est le côté, enfin, c'est ce qu'on appelle faire du DevOps, hein, tout simplement. Donc voilà, et un autre point important sur lequel on s'est basé aussi depuis, je pense, les premiers jours quasiment. On fait enfin, le pair programming est généralisé, c'est-à-dire qu'on fait tout en pair programming. Voilà, absolument tout. Et donc à chaque fois, il y a deux personnes qui travaillent qui codent en même temps. Ça fait des années que c'est comme ça, hein. Donc ça n'empêche pas de faire des code reviews, mais typiquement, ce qu'on avait mis en place, je me rappelle au début, c'est que quand on fait une pull request en pair programming, on a besoin de moins de code review, donc genre 2 au lieu de 3 par exemple. Je dis juste un exemple, hein, parce qu'on estime que ce qui a été fait en pair programming, c'est quelque part, c'est encore mieux qu'une review, quoi. Quelque part. Donc, ouais, on a suivi ces quelques principes, mais aujourd'hui, voilà, l'équipe est structurée avec product manager, un VP engineering et plusieurs équipes avec des chefs d'équipe, on va dire, qui gèrent la partie, on va dire, plus humaine et, euh, et plus au jour le jour, quoi, organisationnelle. Et voilà, avec des équipes qui sont assez qui voient l'ensemble du cycle, quoi, et qui gèrent l'ensemble du cycle de chaque fonctionnalité. Voilà. Et, donc ça, c'est un domaine, j'imagine, qui t'est très familier puisque tu étais développeur et que Mm. c'est tout le monde du développement. Il y a un autre point à adresser qui est la stratégie commerciale, qui, elle, doit pas être évidente quand on est développeur et qu'on monte sa société, parce que j'imagine que les clients viennent pas à toi directement magiquement et que Tout à tu es fait. quand même obligé d'aller, de créer toute cette stratégie commerciale autour du produit. C'est quelque chose qui est compliqué à faire, difficile. Ben, ça fait partie des choses que j'ai apprises avec le temps et que j'apprends toujours, enfin clairement. Je suis pas du tout un spécialiste de ça, mais bien sûr, je suis, heu, enfin il faut absolument le mettre en place, c'est vital, tout simplement. Donc il faut s'entourer de gens qui sont experts là-dedans, qui connaissent, ça. Il faut se faire conseiller. Donc ça peut aussi, par exemple, être le rôle d'investisseurs, des investisseurs, hein. Ils peuvent être, enfin, c'est aussi leur rôle, c'est de conseiller sur ce sujet. Hem Bah, typiquement, nous, on a une équipe marketing, une équipe, commerciale, tu disais que les clients ne venaient pas, toquer à notre porte. Effectivement, l'équipe marketing, c'est son rôle, doit, trouver les clients potentiels. C'est le rôle vraiment de l'équipe marketing, entre autres, hein, mais
un de ses rôles, c'est ça, c'est de dégoter les clients potentiels, de les faire mûrir, et après d'adresser ces clients potentiels, à l'équipe, commerciale qui, elle, va essayer, de les convertir en clients, finaux. Donc aujourd'hui, on a toute une, petite machine qui est en place avec, voilà, enfin, on commence à avoir du monde à ce niveau-là aussi. L'équipe marketing, ça doit être, 6-7 personnes, aujourd'hui, l'équipe commerciale, ils sont plusieurs aussi, hein, aux US et en France, ils sont, 4 aujourd'hui, je crois. Enfin, ouais, à l'heure d'aujourd'hui, ils sont 4. Donc voilà, aujourd'hui, on est structuré comme ça et il y a toute une machine qui a été mise en place, pour permettre de vendre, Traffic Enterprise, en fonction, des clients potentiels que l'équipe, marketing, aura réussi à faire, ouais, à faire mûrir. Quand tu es arrivé, Kubernetes était à peine naissant et puis, au fil du temps, ça commence à devenir, l'outil que n'importe quelle entreprise utilise. Au début, c'était des personnes, qui avaient besoin d'outils pour, peut-être tacler la concurrence et aujourd'hui, ça a atteint la large adoption. Est-ce que tu vois une différence, au niveau des clients, de trafic? Parce que au début, c'était peut-être des entreprises très novatrices avec des équipes, en tout cas qui aimaient bien être cutting edge. Aujourd'hui, ça commence à plus être des entreprises qui ont des besoins d'entreprise et pas forcément avec des équipes qui sont à rechercher la dernière nouveauté dans l'écosystème, mais plutôt avoir besoin plus de stabilité, de choses qui existent. Est-ce que tu le sens, cette tendance, au niveau des sociétés qui s'adressent à toi pour utiliser Trafic? Ouais, tout à fait, ouais. Bah, on a vu, vraiment, on a vu l'ensemble du cycle, hein, parce que encore une fois, quand Trafic a débuté, Kubernetes n'existait pas et du coup, je me rappelle que j'ai fait, la 1re intégration de Trafic avec Kubernetes, il y a bien longtemps et Kubernetes était loin d'être stable à cette époque-là. Mais par contre, c'était déjà un projet très viral, donc voilà. Et oui, effectivement, il y a 5 ans, il y avait aucune société qui utilisait Kubernetes, déjà parce que c'était juste très récent. Et aujourd'hui, quasiment toutes les sociétés auxquelles on parle ont à minima pour projet, de tester ou ont déjà testé, Kubernetes, quoi. Voilà. Après par contre, on n'en est quand même pas au stade où, la production tourne sur Kube, quoi. Non, on n'en est vraiment pas à ce stade-là, mais comme tu le dis, c'est pas seulement les sociétés, cutting edge, qui utilisent Kube aujourd'hui. C'est pas réservé à une certaine élite technique ou je sais pas quoi. Non, n'importe quelle société, s'y met, ou veut s'y mettre, ou a déjà commencé à migrer, sur Cube, et c'est clairement le sens de l'histoire, quoi. Mais bon, le il y a encore énormément de challenges à migrer sur Cube. La complexité de l'écosystème est juste, enfin, un vrai bloqueur pour plein de sociétés, ou un vrai pain point à minima. C'est vraiment pas si simple que ça, quoi. Même si c'est un standard, de facto, c'est pas une partie de plaisir pour plein de sociétés non plus, quoi. Mmh. Et où en est du coup le produit aujourd'hui? Donc c'était à l'origine un reverse proxy, tu l'as étendu, il y a d'autres fonctionnalités, il y a peut-être d'autres produits aujourd'hui, comme j'ai dit, il y a Mesh qui est apparu il y a un peu plus d'un an, je crois. Tout à fait, ouais. Alors, on continue, de suivre, la philosophie, enfin, un produit, reste, simple et fait les choses bien, enfin, je veux dire, à la Unix, quoi, hein. On n'a pas envie que Trafic devienne un truc un peu Frankenstein ou avec qui fait trop de choses, heu, pas bien. Donc Trafic, c'est resté un reverse proxy ou un ingress controller ou on l'appelle comme on veut. Ça a des fonctionnalités, d'API management, d'API gateway aussi, mais tout ça, c'est dans le même monde, hein, on va dire. Donc on a vraiment, on continue vraiment de se focuser là-dessus avec Trafic et il y a encore plein de choses à faire. C'est sans fin.
Effectivement, tu as parlé de Mesh. C'est un produit euh, qu'on a sorti il y a quelques temps. Devant l'essor des services Mesh, personnellement, personnellement et la société, on trouvait que à ce moment-là, les services Mesh, le monde des services Mesh était vraiment trop complexe. Donc même si c'était ça venait de besoins existants, de besoins réels. Je donne un exemple, mais les possibilités de routage entre services, de routage avancé, avoir un circuit breaker entre deux microservices dans un cluster, ce genre de choses, ça c'était un vrai besoin et c'est un vrai besoin. Mais néanmoins, les solutions qui ont été proposées, comme Istio par exemple, nous on les trouvait vraiment enfin, beaucoup trop complexe, quoi. Et c'était vraiment un bazooka pour, pour tuer une mouche, comme on dit. Donc c'est pour ça qu'on a voulu proposer un service mesh, complètement différent. C'était pas parce que tout le monde, faisait son service mesh et que c'était à la mode. Non, en toute honnêteté, je voulais pas aller sur ce terrain-là pendant très longtemps, à moins qu'on trouve une vraie solution différente. Voilà, c'est réellement ce qui s'est passé. C'est que pendant des mois, on n'est pas allé sur ce terrain-là, bah, parce que c'était pas notre truc, quoi. On trouvait pas forcément la vraie valeur ajoutée. Et après, on a eu une idée pour faire des choses différemment. Et typiquement, on n'a pas suivi le trend qui consistait à faire des sidecar proxy comme architecture de service mesh. euh, pour plein de raisons, parce qu'au niveau ressources, c'était vraiment énorme. Un reverse proxy par application, c'est loin d'être simple. Ça demande de faire des injections de règles IP-tables dans chaque pod. C'est quand même pas, c'est loin d'être transparent, quoi. Enfin, au final, au niveau infrastructure. Donc, on est parti sur une architecture plus simple avec des reverse proxy, mais par nœud Kubernetes plutôt, donc mutualisés entre plusieurs applications. Et voilà, ces reverse proxy font office de routeur applicatif entre chaque microservice. Et avec ça, on peut on peut arriver à avoir 80% des fonctionnalités d'un service mesh, mais avec 20% de la complexité, quoi. Donc voilà, c'est vers ça qu'on est parti. Mesh, on a aussi sorti Pilot. C'est un produit qui est un peu différent, qui est SaaS, lui. Donc c'est une plateforme qui permet de connecter les serveurs trafic qu'on héberge. Et l'intérêt, c'est vraiment d'avoir du monitoring sur ces serveurs, juste en un clic. On n'a rien à faire, en fait. On register ces instances trafic avec Pilot, et en un clic, on a un dashboard, on a de l'alerting, on a de l'observabilité qui coûte rien, de manière très simple. Et voilà, c'est ce on voulait mettre ça en place. Et en fait, c'était clairement, une première étape vers quelque chose de beaucoup plus important, dont on va parler bientôt, et qui sera la prochaine étape de tout ça, quoi. Voilà. Ok. Alors la simplicité, ce qui est très bien, j'ai toujours trouvé que passer à Cube, c'était déjà une grosse marche à franchir. Je suis pas sûr que, voilà, techniquement, une équipe qui doit passer à Cube ait suffisamment de temps pour bien appréhender entièrement le produit et bien le comprendre. Si en plus on doit rajouter des couches, et on est obligé de rajouter des couches, aujourd'hui, si on veut bien faire les choses comme du service mesh, si on n'a pas un produit qui est simple, il y a de fortes chances qu'on l'utilise mal, pas efficacement, ou qu'on le configure mal et que finalement on fasse tout l'inverse de ce qu'on voulait à la base. Les challenges à venir alors, quels sont-ils? C'est une bonne question. Ben, nous, notre ADN, ça a toujours été l'automatisation, avec la simplicité, quoi, en suivant une valeur très forte de simplicité. Pourquoi? Je donne juste un exemple d'où ça vient, hein, mais ça vient du projet Trafic en lui-même. À la base, Trafic, c'est un reverse proxy qui est intégré à divers plateformes de microservices. Et le gros intérêt de Trafic, c'est d'automatiser, on va dire, la génération des règles de routage, et de déléguer la configuration dans les orchestrateurs.
En gros. Mais du coup, c'est parti d'où? C'est parti du fait que, les reverse proxy, ça a toujours été une pièce assez obscure, de l'infrastructure qu'un développeur n'avait pas forcément envie de toucher. En tout cas, c'est comme ça que, ça se passait, dans les sociétés, dans lesquelles j'étais. Ouais, c'était une pièce de l'infrastructure qui était complexe, et enfin, c'était pas notre domaine, quoi. Enfin, c'était pas le domaine d'un développeur, lambda. Et donc, l'idée de base, ça a été de se dire, bah, OK, ouais, mais bon là, pour le coup, on va vers un monde où, le développeur, il est obligé de maîtriser ça quelque part et il avec les microservices, il est obligé d'avoir sans avoir la connaissance complète, il est obligé de au moins, de pouvoir le configurer, même s'il comprend pas exactement, tout ce qu'il y a derrière. Et donc, Traefik, ça a été un premier pas vers ça. C'est un premier pas vers l'automatisation de quelque chose qui est complexe, et en gros, c'est maîtriser, un outil, dans un domaine d'expertise, dans lequel on n'est pas expert, quoi. Voilà. Et aujourd'hui, bah, c'est devenu standard. Aujourd'hui, on configure des ingress controllers, sans savoir du tout comment ça marche à l'intérieur, heu, même si au fond, c'est un reverse proxy, et ça fait plein de choses complexes. Donc c'est ça notre ADN, hein, et on veut continuer là-dessus. Et aujourd'hui, on se dit que, comme tu l'as dit, Kubernetes c'est devenu un standard, de facto dans l'industrie, dans l'infrastructure. Bon, aujourd'hui, oui, il y a plus grand monde qui imagine, ces plateformes, sans Kubernetes, les plateformes de demain, même si la migration est loin d'être terminée. Heu et du coup, c'est quoi la prochaine étape? C'est ça qu'on se pose comme question. Et la complexité des plateformes reste, le bloqueur, number one, et surtout la complexité devant, la mise à l'échelle de ces plateformes, la complexité devant quand on cherche à scaler, ces plateformes. Et notamment, un des points clés, c'est, les clusters Kubernetes. Nous, on pense que c'est un des points clés. C'est relativement simple de déployer un cluster Kubernetes et de le gérer. Ça ne devient pas la même histoire quand on en a 10, 100 ou 2000 à gérer. Et au final, les problématiques qu'on avait avec les microservices il y a 5 ans, on se retrouve à les avoir quelque part avec les clusters Kubernetes, aujourd'hui ou demain. Et c'est ce problème, où on pense qu'à l'avenir, ça va devenir un énorme bloqueur. C'est ce problème où on pense que c'est un des plus gros challenges, des années à venir. C'est, bah oui, on va devoir, être capable de gérer, des clusters Kubernetes de manière complètement distribuée, parce qu'il y a des besoins pour ça, il y a des besoins vers ça, il y a des besoins d'avoir des infrastructures qui passent à l'échelle, rapidement, qui sont distribuées au niveau, international, et c'est un besoin réel. Et il va falloir des outils pour ça. Donc en gros, le challenge de demain, à notre avis, c'est le multi-clustering. Ouais. Ok, je te rejoins assez là-dessus. Ça fait, on a été le début de la fédération de clusters et puis en fait, ça n'est jamais abouti. Mmh. Et si aujourd'hui le cluster Kubernetes ça devient le building block comme l'était l'AVM il y a quelques années encore, Mmh. ça veut dire que il y a tout un écosystème à construire dessus. Exactement. Merci Émile pour tout ça, c'était super chouette. Merci Stéphane, de m'avoir reçu. La discussion, c'était super intéressant comme discussion. Retrouvez Émile sur Twitter @EmileVauge et Traffic Labs sur traffic.io. Comme toujours, n'hésitez pas à parler de cet épisode autour de vous, à vos amis et sur les réseaux sociaux. Prenez soin de vous et à la semaine prochaine.